Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Salut chers tous et bienvenue à Grand Plateau, troisième édition de la semaine. Au menu ce soir, le sort réservé aux chefferies traditionnelles en cas d'absence prolongée du chef, pour une raison ou pour une autre. Le cas le plus récent est celui du chef supérieur Balloum, désormais en détention préventive à la prison de Tchang. Il est poursuivi avec 8 autres personnes pour le double meurtre de Sivachil Difo et Bostel Kemta, torturé et brûlé vif. Que deviendra son siège à la chefferie s'il écopait d'une peine privative de liberté pour une longue durée? Serait-il remplacé ou pas? Si oui, dans quelles conditions, du moment où la vacance ne sera pas due à la mort, qui ouvre la succession traditionnellement codifiée? Y a-t-il un précédent dans l'histoire des chefferies traditionnelles et comment a-t-il été réglé? Quelles sont les menaces qui pèsent dans ces situations sur la stabilité de la chefferie? Toutes ces questions et bien d'autres, nous les abordons dans la deuxième partie du Grand Plateau avec notre invité, Prince Théophile Tacita, expert en gouvernance traditionnelle, qui sera avec nous par l'application Zoom depuis Yaoundé. Pour l'heure, une fois de plus, bienvenue au journal. Ouvrons cette édition d'information en nous rendant à Ekona. Des femmes ont marché contre le harcèlement et la drogue. La colère est donc montée d'un cran à Ekona, dans le département du Fako, où des femmes ont investi les rues pour dénoncer ce qu'elles qualifient de harcèlement et d'extorsion de la part de certains militaires déployés dans la localité. Les manifestants ont également exprimé leur inquiétude face à la consommation et au trafic de stupéfiants qu'elles accusent de gangréner leur communauté, en particulier la jeunesse. Au cours de leur mobilisation, elles ont pris à partie une femme en situation de handicap qu'elles soupçonnent d'être impliquée dans ce commerce illicite. Notre correspondant Larry Etienne et Fondrené Marquez ont suivi cette manifestation à Ekona. Furious women in Ekona Fako division took to the streets to denounce drug use and trafficking by youth, as well as rampant sexual harassment and theft. As they moved block to block in search of drug dealers, they dragged out a physically challenged woman. According to the protesting women, the consumption of hard drugs is gradually destroying young people in Ekona. Begin they don't old where they're not young. That means me where I be grandma me, I get power. Our children have aged too quickly. I am a grandmother and I am stronger than some of these youths. Some of these drug addicts you will see are sleeping while standing. The drugs have turned them into bandits. We don't see plenty thing there. They don't make the picking there too. They're the thief. The women marched to the military camp in Ekona where they accused soldiers of constant harassment and extortion. Because we don't see and say they don't over harass. They harass us here in Ekona. When they search our houses, they arrest innocent civilians. They also take our money without our consent. Money, they carry and go, especially the military people then. They also said cases of sexual assault against female minors have surged in the locality. Rape has increased. Female minors are the most exposed to this evil. We are tired. A cry for one is a cry for all. While they vow to continue their fight against drugs, the military commander in Ekona has promised to investigate their claims of harassment. On ne le dira jamais assez, la drogue peut provoquer l'anxiété, voire la dépression. Direction région de l'extrême nord, Dokba, la désignation d'un Lawan de 16 ans fait polémique et des affrontements ont éclaté donc à Dokba, près de Marois, lors de l'installation du nouveau Lawan de la localité. En cause, l'élection de Mohamed Damraka Abdoulaye, 16 ans, qui a obtenu 35 voix sur 46, mais dont la désignation est contestée par une partie de la population. Les manifestants accusent le Lamido de Marois et le préfet du Diamaré d'avoir imposé ce choix sans concertation préalable. Les
forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Nikel Tiwa nous en dit plus. Clashes broke out in Dogba, a village in the far north region near Mara, during a controversial election of 16-year-old Mohammad Damraka Abdullahi as the new Lawan of Dogba. The crowd that had gathered to witness the process was tear gassed by gendarmes deployed to maintain order. The protesters are accusing the Lamido of Marwa and the SDO of Diamare, Jean-Marc Ikwambarga, of conniving to impose a new Lawan without consulting the population. Despite the unrest, the teenagers secured 35 out of 46 votes from eligible voters. While presenting the new Lawan to the public, SDO Ekwambarga urged Lamido to guide the new administrative auxiliary in his duties to ensure security of persons and properties and to help protect the population from cholera. Rendons-nous à présent à Yaoundé. Fermeture imminente de 1400 églises de réveil au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, a annoncé la mesure ce 8 juillet après le meurtre d'une fillette de 10 ans à Kondongo. Lors d'une réunion avec les responsables de l'église évangélique Vie et Paix au Cameroun, le ministre a condamné le crime et rappelé que les responsables religieux ont un devoir d'encadrement. Face aux irrégularités administratives persistantes, il a déclaré que la période de tolérance est révolue et ordonné la fermeture de 1400 églises de réveil. Par ailleurs, le ministre a également convoqué des témoins de Jéhovah pour leur rappeler l'obligation de chanter l'hymne national et de ne pas s'opposer aux politiques de santé publique sous peine de sanction. Paula Tanganji est catégorique. Les lieux de culte doivent être des espaces de citoyenneté, pas de non-droit. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre de l'administration territoriale. Il n'y a pas, j'ai lu le Nouveau Testament, de la première jusqu'à la dernière page. J'ai lu l'Ancien Testament, c'est plus de 1800 pages. Je n'ai pas vu une seule phrase où on a dit que il faut faire le contraire de ce que l'État vous demande. Mais si j'ai pris Romains 13, c'est parce que ça nous concerne tous, parce que ça concerne les États. On dit que toute personne soit soumise à l'autorité. Et qui est même dit que celui qui ne respecte pas l'autorité résiste à l'ordre que Dieu lui-même a établi et attirera sur lui une punition. Et on dit même que le magistrat est là pour punir celui qui fait le mal. Et on nous demande enfin, mais il faut respecter l'autorité, pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Voilà, c'est ce qui est dit. Je n'ai pas besoin de ce texte, parce que je l'ai dans ma tête. Je l'ai dans ma tête depuis des années. Donc vraiment, je vous appelais seulement pour, vous avez des antennes, il faut repartir à la base. Voilà, le Cameroun est-il en train de perdre sa boussole gazière? Le départ annoncé du navire gazier Hili Episeyo relance les interrogations sur l'avenir gazier du Cameroun. Après 8 années d'exploitation au large de Kribi, ce retrait pourrait peser sur les recettes publiques, les entrées de devises et plus largement sur l'économie nationale. Pour l'expert pétrolier Robert Mouté Ambassa, cette situation soulève plusieurs questions sur la stratégie gazière du pays. Son analyse au micro de Jessica Tenosmaché. Le contrat de 8 ans de l'unité flottante de liquéfaction Hili Episeyo arrive à échéance ce mois-ci. Pour l'expert pétrolier Robert Mouté Ambassa, cette échéance insuffisamment anticipée entraînera une chute significative de la production de gaz naturel liquéfié du Cameroun. Ayant signé sur 8 ans, il savait qu'en 2026, le contrat va arriver à échéance. Donc 2 ou 3 ans après, on devait déjà commencer à voir comment trouver des solutions palliatives pour continuer. Le Cameroun était déjà parmi les 20 pays du monde qui produisent des gaz naturels liquéfiés. Aujourd'hui, on tombe à zéro. Selon lui, cette baisse pourrait se traduire par des centaines de milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État et la Société nationale des hydrocarbures. Les recettes que
Ili et PCO a pu engranger sont entre 3 000 milliards et 4 800 milliards. Et cet argent est partagé entre les partenaires. À côté de ça, vous avez l'État du Cameroun qui est entre 15 et 20%. Et vous avez SNH qui est entre 10 et 15%. Vous comprenez qu'au niveau du portefeuille du Cameroun, et ça ne coûte pas, le Cameroun doit perdre au moins entre 100 et 200 milliards par an. L'expert estime que les conséquences dépasseront le seul cadre des finances publiques. Une baisse des recettes en devises pourrait affecter les importations et accentuer les pressions sur le coût de la vie. Et parce que vous n'avez pas augmenté vos réserves, vous ne pouvez pas avoir de grosses productions, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent, de fortes recettes, vous ne pouvez pas non plus avoir de devises. Parce qu'en vendant à l'international le pétrole brut ou le gaz naturel liquéfié, ça nous fait rentrer de grosses devises. Et ces devises, les commerçants, les importateurs ont besoin de devises pour faire venir des choses au Cameroun. Pour Robert Moté-Ambassa, le départ de Ili Epicéo ouvre une zone de turbulence pour l'économie camerounaise et impose des réponses rapides afin d'en atténuer les effets. Parlons d'éducation à présent. Échec scolaire, l'autre drame des résultats d'examen. Stress intense, anxiété, dépression. À chaque publication des résultats des examens officiels, la santé mentale de certains élèves est mise à rude épreuve. Derrière les chiffres et les taux de réussite se cache parfois le drame de l'échec scolaire. Comment un verdict académique peut-il bouleverser la vie d'un adolescent? Quels sont les signaux d'alerte à surveiller et quel rôle les parents ont-ils à jouer? Le psychologue Boris Guérin décrypte ce mal-être dans cet élément de Jessica Tenosmachi. Pour certains candidats, le verdict des examens est vécu comme un véritable choc. Selon le psychologue Boris Guérin, l'échec scolaire peut provoquer chez certains jeunes un profond mal-être, parfois accompagné d'idées noires telles que le suicide ou des comportements à risque lorsqu'ils se sentent submergés par la honte, la culpabilité ou la peur du jugement. Le mal-être psychologique pourrait l'enfermer dans une situation telle que, à un moment donné, qu'il estime que la meilleure solution pour lui, plutôt que de faire face au regard des parents, à la sanction de la société qui le voit essentiellement comme quelqu'un qui a échoué, ce serait plutôt de soustraire sa vie. Pourtant, cette souffrance s'accompagne souvent de signes d'alerte, le plus fréquent étant l'isolement après la publication des résultats. Un enfant qui, par rapport à ses habitudes, va s'exclure des interactions au sein de la maison, qui va plus souvent être dans sa chambre, qui ne va plus participer aux activités communes, avec en arrière-plan un échec, tous ces éléments-là devraient alerter suffisamment le parent. Face à cette situation, le psychologue appelle les parents à privilégier l'écoute plutôt que les reproches afin d'éviter d'aggraver la détresse de leur enfant. Lorsque un enfant en situation d'échec ne se sent pas compris, soutenu par les siens, s'il est plutôt réprimandé et sanctionné, alors cela va être un facteur aggravant. Pour les spécialistes, un échec scolaire ne doit jamais être perçu comme une fin. Un accompagnement bienveillant peut faire toute la différence et aider l'enfant à envisager la suite avec davantage de sérénité. Ce soir, nous parlons du sort réservé aux chefferies traditionnelles en cas d'absence prolongée, voire de vacances du chef. Et pour en parler, nous avons en direct l'expert en gouvernance traditionnelle, le prince Théophile Tatsitsa. Bienvenue, prince Théophile Tatsitsa, dans cette émission. Alors, Prince Théophile, vous nous entendez? Est-ce que vous nous recevez? Votre émission et pour parler justement. Oui, je vous écoute. Voilà. On espère avec le concours de la réalisation avoir
un petit plus de volume. Alors, les chefferies traditionnelles fonctionnent sous l'autorité d'un chef assisté, justement, d'un conseil de notables formé selon la tradition locale. Et si le chef venait à être absent, quels sont les dispositifs coutumiers qui sont prévus pour la vacance? Si on veut prendre le cas, par exemple, de la chefferie de Baloum, s'il venait que le chef puisse écoper d'une peine privative de liberté sur une longue période, serait-il remplacé ou pas? Si oui, dans quelles conditions? Mais disons, vous faites allusion à la situation à Baloum. Donc, le chef qui s'est rendu à la justice lui-même ne s'est pas déplacé sans prendre quelques dispositions. À un moment donné, on a pensé, ou du moins on a avancé que le chef a été en fuite. Justement, une situation comme celle-là, le conseil des notables analyse la situation. Le chef, lui, il est retire justement pour réfléchir, pour évaluer la situation, pour appréhender un peu les différentes expressions, les émotions qui ont cours et prendre une décision qui est de se comporter de façon responsable par rapport à la situation, par rapport au contexte. Parce que vous vous rendez compte que là, on ne parle que de l'assassinat de l'enfant qui a été tué, n'est-ce pas, par jet de pierre et qui a été calciné. Mais on ne parle plus de la cause, on parle de comment ou de comment il a été assassiné. On ne dit plus pourquoi il a été assassiné. Et il faut voir qu'à la base de cette affaire, c'est une foule en furie qui amène la personne, le décousu, à la chefferie. Et justement, parce qu'il est accusé d'avoir volé des tôles, à la fois dans les établissements scolaires et dans les lieux sacrés. Donc, est-ce qu'il était vraiment responsable de ce vol? Et si c'était le cas, quelqu'un qui va voler dans l'école, dans les établissements scolaires qui sont considérés aussi comme des lieux sacrés, des lieux de vie des enfants, les lieux de transmission. Et celui qui va voler dans les lieux sacrés, on considère que c'est quelqu'un qui est déjà maudit. Donc, la question aujourd'hui, c'est qu'il faut déplorer, n'est-ce pas, cette situation que l'enfant a été tué, parce que personne ne tolère l'assassinat et surtout de cette façon aussi brutale. Mais seulement on doit chercher à voir quelle est la cause et quelle est la source de ce problème-là. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il était vraiment responsable de cette situation? Et à ce sujet, pour répondre à votre question, il faut savoir que ce qui s'est passé, pour le moment, on en parle. On est dans l'émotion, on est dans le deuil. Mais ce qui va se passer, c'est que le procès ne fait que s'ouvrir. C'est-à-dire que pour évaluer la situation du chef, le statut de la chefferie, c'est d'ici 9 mois d'émotion qu'on va se poser et se demander. Les enquêtes au plan traditionnel se poursuivent pour savoir si c'est enfant dont il était accusé. Et si c'est le cas, qu'il était responsable de cette situation et des situations dans le village qui vont interpeller à la fois sa maman, les membres de sa famille qui, du fait de leur détenue. Donc, ce problème n'est pas fini au plan coutumier, une telle situation. Donc, traditionnellement, le comité, le conseil des notables doit déjà avoir pris des dispositions avant que le chef supérieur ne se rende pour évaluer la situation pour être avisé si le chef sera détenu ou non, et des dispositions dont ont été prises. Et il faut rappeler que le chef qui se rend en justice, il se rend en justice de toute la foule qui a amené le décédé. Donc le chef prend la place de ceux qui ont amené le problème. Est-ce que lui, il était en capacité de freiner la foule? Il faut savoir que le chef, lui, il n'a que l'autorité que lui reconnaissent le peuple.
Donc, si la communauté, les gens détenaient, n'est-ce pas, le voleur, celui qui commet des gaffes dans les écoles et dans les lieux sacrés, le chef parfois peut être assez diminué pour se mettre au travers, n'est-ce pas, de cette foule en furie. Donc, pour le moment, il tombe sur le coup de ce qu'on peut appeler le cas, c'est-à-dire il faut traiter comme l'exemplification. C'est-à-dire qu'il y en a qui en veulent aux chefferies traditionnelles et qui trouvent que c'est une occasion de régler les comptes des chefferies traditionnelles. Il y a cette situation qui est assez décriée. Alors, la justice garde le chef même pour le protéger. Parce qu'il peut arriver quelque chose au chef et qu'on accuse même la famille de celui qui est décédé, qu'on accuse d'autres personnes. Donc, le chef est gardé et je pense que l'administration aussi ne le traite pas n'importe comment jusqu'à ce que la cause soit connue, jusqu'à ce que la culpabilité même du décédé soit levée. Parce qu'il reste le suspect, n'est-ce pas, celui qui a commis un certain nombre de choses. Donc, c'est pour dire que le chef traditionnel, la chefferie traditionnelle, le chef n'est qu'un porte-parole du Conseil des notables. Il agit, n'est-ce pas, au nom de ce conseil. Il est un membre de ce conseil et donc, quand il n'est pas là, les dispositions sont prises pour que la chefferie puisse fonctionner. Son personnage, voilà, mais sur le plan fonctionnel, le procès est ouvert pour faire 9 ans au moins. C'est-à-dire que la justice officielle va faire son travail, mais ce problème-là va durer un cycle, on appelle le cycle Cambo. On a ouvert cette question. Pourquoi un enfant peut se permettre d'aller, ou un groupe ou une femme, comme on ne sait pas encore qui c'était, d'aller. Prince Théophile Tacitza, est-ce que vous êtes encore avec nous? Bon, en un mot, tout à l'heure, notre invité... d'accord. Plusieurs reprises. Donc, c'est un procès qui est ouvert. Voilà, on ne va pas faire une fixation sur l'affaire de Baloum. Donc, c'est un procès qui est ouvert. On va pas faire une fixation sur l'affaire de Baloum. Donc, je ne fais pas de fixation, mais je prends... Donc, oui, je prends donc l'exemple de Baloum pour dire que sur le plan coutumier, quand il y a une situation, on va analyser les causes. Ouais. On va analyser les causes, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les malédictions qui ont entraîné ça. Et puis, il y a un procès coutumier qui s'ouvre et qui peut durer, n'est-ce pas, le temps d'un arbre fruitier, c'est-à-dire que 9 ans pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et pendant ce temps, c'est la famille maintenant qui sera mise en accusation en lieu et place de leur enfant. Et si on trouve que c'est quelqu'un, parce que le problème n'est pas encore placé. Donc, c'est ouvert et le système traditionnel de transition est en marche. Et vous vous souvenez que lorsque un chef est désigné pour prendre le règne, n'est-ce pas, il doit d'abord passer par une phase d'initiation. Et pendant cette phase d'initiation, il y a vacances. Donc, il y a un système donc, qui est conçu pour gérer ce genre de situation. Voilà, on va tout simplement revenir un peu sur l'article 6 du décret présidentiel numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. Déjà, l'article stipule que le chef désigne au sein du conseil un notable qui le représente en cas d'absence ou d'empêchement. Alors, nous sommes dans un cas où il est probable qu'un chef puisse être absent pour peut-être incarcération ou alors pour une durée un peu plus longue que prévu selon le droit coutumier ou alors selon les règles de la tradition, jusqu'où peut aller le pouvoir de ce notable qu'il désigne pour assurer sa succession. Est-ce qu'il a la capacité ou alors est-ce qu'il peut gérer tous les problèmes du village au même titre que le chef, où il y a des domaines où il ne peut pas agir ou intervenir? Disons que le décret parle de la désignation par le chef.
Ça, c'est la lettre. Mais l'esprit, le fond, dans les coutumes, ce n'est pas cela. C'est-à-dire, ce n'est pas le chef de lui-même qui va désigner une personne qui agira en ces lieux et places. C'est le conseil des notables qui siège, qui étudie les profils et qui désigne une personne. Et parfois, on va jusqu'à confier le choix à l'araignée, si on peut se retrouver avec plusieurs cas, pour que personne ne soit responsable au cas où il arriverait des problèmes. On va faire on va sonder, n'est-ce pas, les oracles pour savoir qui est à même d'occuper cette fonction. Et même celui qui va prendre les fonctions doit passer par le cadi. Donc, il prend un engagement de ne faire que ce qui lui sera réservé. Et il ne peut pas prendre toute la place du chef, puisque lorsque le chef irait à vie, même s'il est en prison, même s'il est malade, aussi longtemps qu'il a le souffle, il reste le chef. C'est-à-dire que le chef, au moment de son initiation, on lui fait consommer, prendre quelque chose qui représente un peu le symbole du pouvoir. Et lorsque le rôle est confié à une personne, cette personne va jouer le rôle de régent, d'un représentant. Mais pour ce qui concerne le chef dont vous faites allusion, il est en détention pour 15 jours renouvelables. Donc, rien ne dit qu'il sera pour longtemps. Mais revenons dans le cas où le chef prendra les dispositions pour qu'il y ait un représentant. Et ce représentant ne pourra jamais être le chef plein. Que le chef soit devenu fou, qu'il soit devenu malade, qu'il soit couché en prison, il est le chef. C'est son règne jusqu'à ce qu'il expire. Et même, on dit, on va désigner selon les conditions, selon les règles coutumières, un nouveau chef. Donc, on ne peut pas avoir un autre chef pendant que celui-là est vivant, mais on peut avoir un représentant qui va jouer un rôle qui lui sera confié par les notables et qui est un rôle limité. D'accord, donc ça veut dire que c'est le conseil des notables qui nomme le représentant du chef en cas de vacances prolongées, si on a bien compris. En ce qui concerne maintenant le terrain, voilà. Est-ce que par le passé, on note des cas, par exemple, où le chef, justement, a été représenté, voire remplacé après une longue absence? Est-ce qu'il y a des cas, j'ai envie de dire, des cas de figure? Oui, il y en a justement. Il y a beaucoup de cas, même parfois des cas où le chef étant vivant, il se retrouvait en prison du fait des conflits. C'est-à-dire que des gens ont créé une situation pour que le chef soit interpellé. Donc, on peut voir dans les années 60, plusieurs chefs qui ont été enfermés du fait des conflits entre les princes qui se disputaient le trône. Il y a le cas de Bacham, par exemple, qu'on cite souvent, où le chef Diatio, qui deviendra député après, a été enfermé en prison à Baranté du fait que le village avait engagé une guerre contre leurs frères et voisins. Et à ce moment, l'administration coloniale avait interdit, n'est-ce pas, des conflits entre les communautés. Mais lorsque plus tard on regarde, on voit bien que c'est étant au fait de cette situation et de ces interdictions, certaines personnes avaient engagé une guerre au nom de la communauté et le responsable ne pouvait être que le chef qui est aussi le chef des armées. Il a été enfermé et c'est au cours de sa prison d'ailleurs que l'un des enfants est né et est devenu son successeur par la suite. Et ça peut se multiplier. On peut avoir des cas comme ça dans toute la région de l'Ouest, y compris dans certaines chefferies où on trouve deux chefs qui se discutent le trône du fait de crises de succession. Et pendant ce temps, il y a un comité, il y a des confréries, il y a des groupes qui veillent sur le trône. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le cas de Galim, vous pouvez prendre le cas de Bangou, où on a deux personnes qui se discutent le trône. D'un côté, l'un supporté par une grande partie des populations et l'autre par des élites. Mais à ce moment, est-ce que le pouvoir royal de Bangou ou bien de Galim s'extompe? Non. Il y a à ce moment-là une sorte de cavalerie, dont les gardiens du trône qui veillent et qui attendent que la situation, n'est-ce pas, se clarifie pour que... et pendant ce temps, il y a des rites, des cérémonies qui sont faits. Et donc,
parfois, même ceux qui sont en conflit peuvent se retrouver pour régler un certain nombre de problèmes liés au trône. Mais au plan officiel, chacun doit jouer le rôle de son groupe qui veut que ce soit lui le chef authentique. Donc, ça se passe dans de nombreuses chefferies. C'est des cas qui ont été connus, c'est des cas que nous vivons comme ceux que je viens de citer. Et donc, dans toutes ces situations, le conseil notable qui agit non seulement sur le plan visible, n'est-ce pas, détient un certain nombre de piliers de pouvoir pour surveiller et pour contrôler le trône. Sinon, on ne parlerait plus des chefferies traditionnelles, puisque des activités, des petits conflits auraient complètement dissous le pouvoir traditionnel. Donc ça arrive, ça fait partie de l'histoire de chaque communauté. Et on souhaite qu'aujourd'hui, qu'il y a la justice, n'est-ce pas, officielle, qu'elle puisse pencher sur la situation et dégager les responsabilités véritables du chef. Est-ce que lui, il est responsable parce qu'il n'a pas pu agir, interdire ou empêcher? Donc, ça reste à voir. Mais on peut savoir que ces situations arrivent et le pouvoir traditionnel a un dispositif, un mécanisme qui permet de contrôler et même de jouer la médiation. Pendant que nous parlons, il y a une forte médiation qui se fait. Il y a des rapprochements entre les familles, toujours pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi, face à ces situations, certaines personnes qui ont les velléités de pouvoir qui vont aller mettre le feu, comme on dit, pour que le chef, finalement, dure et qu'on fasse des tentatives, on ressuscite peut-être certains vieux testaments pour dire que non, c'est une malédiction. Au fond, la lignée avait déjà été déjouée. Donc, il y a ça. Et le pouvoir marche avec ce type de conflit, avec beaucoup d'intrigues. Effectivement, il y a des rumeurs justement qui circulent dans ce sens, comme quoi c'était pas lui réellement le chef. Mais revenons un peu au niveau où c'est le conseil donc des notables qui décide qui représente le chef pendant cette vacance ou alors pendant cette période d'absence prolongée. À quel moment l'État intervient ou alors sur ce plan, l'État n'a pas son mot à dire en ce qui concerne la désignation d'un représentant? Non, sur ce plan, l'État, c'est qu'on tient un suspect, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut être complice ou qui peut avoir ordonné l'assassinat de quelqu'un. Et sur le coup, la justice va faire son travail. Et puis, l'État peut aller jusqu'à suspendre, n'est-ce pas? Retirer, n'est-ce pas, l'homologation de ce chef, qui ne soit plus chef supérieur, mais il peut rester faux. C'est-à-dire, malgré que l'État lui enlève le titre de chef supérieur, la communauté peut maintenir que c'est lui qui est leur chef, et puis on entre dans le conflit du genre, on ouvre la vacance, on cherche qu'il y ait des consultations, mais ça ne peut prospérer que si la majorité de la population, n'est-ce pas, accepte de suivre l'administration dans cette voie. Et l'élément déterminant, c'est que les enquêtes doivent se poursuivre sur la cause première, la cause principale de cette situation, à savoir, est-ce que le chef était responsable? Est-ce que le chef a mal agi? Est-ce que le chef a abusé de son autorité? Et quand bien même le chef abuserait de son autorité, il reste la personne dont le visage, la figure symbolise l'autorité du village. Et donc, il n'est pas éternel, il passera. Donc, ce n'est pas prévu dans les traditions que du coup, on radie un chef, on le remplace par un autre. Mais ça peut se faire avec les décrets, n'est-ce pas, de l'administration, mais le pouvoir coutumier ne suit pas la même vitesse. D'accord, on comprend que c'est la population qui a le dernier mot, dans ce sens. Exactement, c'est ça, c'est la haute démocratie. Voilà. D'ailleurs, que le chef est victime d'une situation de démocratie. C'est-à-dire que c'est le grand nombre, le démos, qui amène quelqu'un, un accusé. Et ça rappelle un peu les affaires de la Bible pour ceux qui sont chrétiens, lorsque on décide qu'un roi, celui qui s'est déclaré le roi, doit être condamné par le Sanhédrin, qui représente l'Assemblée, décide de sa condamnation. Et lorsqu'on le conduit vers un roi, il dit, allez regarder la justice des chevaux, mais la masse doit décider que celui-là soit crucifié. Aujourd'hui, il est considéré comme un messie. Ça peut être le cas de ce jeune homme, s'il est innocent, ou si ce n'est pas le cas, l'affaire va se poursuivre et il risque d'avoir des règlements de compte au niveau des familles.
Et c'est à ce niveau que la diplomatie coutumière, la justice coutumière est très importante. Parce qu'on voit la maman qui est dans les médias, elle n'a pas fini de faire le deuil de son enfant, mais elle est là, elle parle, et on souhaite que son enfant soit innocent, parce que si ce n'est pas le cas, elle risque de subir après des reproches de ceux qui, puisqu'elle aura engagé l'avocat pour faire enfermer le chef, etc. Ce n'est pas souhaitable qu'un enfant soit tué de cette manière, mais les causes restent. Voilà. Alors, pour sortir de cet entretien, revenons un peu dans cette situation où justement le chef n'est plus présent, du moins à la chefferie, le chef n'est plus là. Il y a peut-être son représentant, mais est-ce que ça ne crée pas une instabilité au niveau de la chefferie, voir s'il faut aller plus loin, quelles sont les conséquences qui peuvent en découler au sein de cette chefferie, par exemple? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la chefferie traditionnelle, ce n'est pas un pouvoir aussi centralisé qu'on le pense. Le chef est représentant du conseil des notables. Les notables, le chef supérieur, parce que jusqu'ici, on parlait un peu de Baloum comme s'il s'agissait d'un village ou d'un quartier. Il s'agit d'un groupement, un groupement de chefferie de troisième degré, un groupement de quartier. Ça veut dire que les populations sont directement rattachées au chef de village. Et ce sont les chefs de village qui règlent un certain nombre de situations et celles qui vont au-delà du village arrivent dans le groupement et le chef supérieur dans les règles intervient toujours avec la collaboration du chef, n'est-ce pas, du village, d'où la famille vient pour poser un problème. Donc, il y a le chef est à la tête d'un collège et ce n'est pas lui directement, donc ce n'est pas le pouvoir direct. Il y a beaucoup de strates qui agissent pour assurer justement la stabilité, n'est-ce pas, du groupement. Donc, voyez-vous, dans chaque famille, il y a un chef de famille. C'est le chef de famille qui règle les problèmes. On va en collaboration avec le chef de quartier ou le chef de village. Et c'est le chef supérieur est donc justement à un niveau supérieur. Donc, s'il n'y a pas une très grande conspiration, la chefferie ne peut pas être déstabilisée. Comme je l'ai dit, on va désigner une personne qui sera un représentant, mais pour des problèmes graves, pour des grandes décisions, ce représentant va se référer au conseil des notables pour prendre les grandes décisions. Donc, et à ce moment, il y a un certain nombre de confréries qui sont activées quand on est dans ce genre de situation. Donc, il y a une armée du village qui est activée, qui n'est pas toujours visible, mais qui doit savoir que le village est en danger. Le chef a été enlevé par la justice ou par les malédictions et le village est exposé, le village est sans roi et par conséquent, il faut que toutes les forces soient réactivées pour veiller sur le village. Et à ce moment, que ce soit les notables, pas seulement les notables, il y a les conseils supérieurs des élites qui doivent veiller, et notamment on a parlé de certains qui sont allés faire la médiation auprès de la mère pour revenir à ce cas. Ce sont des personnes qui sont là aussi pour assurer, n'est-ce pas, un certain, pour veiller sur la stabilité du village. Donc, le pouvoir coutumier, il est assez flexible, il est complexe, mais aussi simple, parce que c'est chacun qui joue un rôle dans la communauté. Ce sont ces populations qui ont amené une personne à la chefferie, qui sont co-responsables de la situation qui prévaut, et chacun à son niveau devient un soldat, n'est-ce pas, de la chefferie, de la communauté. Parce que si le groupement venait à être déstabilisé, la responsabilité se verrait partagée dans la conscience de tous ceux qui ont été de proche ou de loin mêlés à cette situation-là. Donc, et c'est une situation qui donc reste sous observation par des sociétés de renseignement traditionnelles, les sociétés coutumières, qui doivent veiller pour s'assurer que le groupement ne soit pas déstabilisé. Et le chef, quelles que soient les causes de sa détention, il reste le visage symbolique de l'autorité traditionnelle. Et donc, le chef n'est pas la personne physique qui est là, mais c'est le titre, c'est la fonction du chef traditionnel. D'ailleurs, la personne qui est détenue en ce moment, c'est l'individu, n'est-ce pas, qui porte le chef. Mais le chef, lui, n'est pas en prison, contrairement au discours qu'on peut avoir. C'est-à-dire, le chef Baloum ne peut pas entrer en prison. Il n'est pas en ce moment en prison. Il ne peut pas entrer en cellule. C'est l'individu civil qui est poursuivi par l'administration. C'est cet individu civil qui s'est rendu pour répondre à la justice comme toute personne. Maintenant,
Lui, il a une autre personnalité qui porte le chef, qui est une entité. Et cette entité-là n'est pas allée en prison. Cette entité est portée par l'ensemble de la communauté, par le conseil des notables et qui décide quand la communauté veut de placer, n'est-ce pas, cette entité dans une personne. Le chef n'est pas physique, il est immatériel et il ne peut pas être couché en cellule. Donc, le chef Baloum n'a pas de problème, la chefferie Baloum elle-même n'a pas de problème, mais un individu qui est le premier des individus de Baloum le plus connu, qui a un visage, il est poursuivi pour des faits qui ont été, et lui, il se trouvait que au moment où cette situation cette situation dont arrive, il se trouve être celui qui est le chef et qui doit porter la responsabilité au nom de toute la communauté, au nom de toutes les institutions qui se sont vues abusées par un vol, que ce soit c'est le jeune homme qui est décédé ou non, mais c'est la communauté qui s'est sentie touchée et est allée un peu très loin dans les émotions. C'est qu'on s'est trompé un peu d'époque avec ce qui s'est passé, que quelqu'un soit brûlé, et qu'on peut se demander aussi pourquoi ou comment. Il n'y a pas eu quelqu'un pour empêcher cela. Donc, la justice fera son travail, mais la tradition, elle est tempérée. Elle observe, elle regarde, et voilà. Voilà, rappelons qu'il n'était pas question de faire forcément décryptage sur la chefferie Baloum, mais cette chefferie a été prise comme cas d'école dans le cadre du sujet qui nous rassemblait ce soir en cas de vacances ou d'absence prolongée du chef qui assure l'intérim à la chefferie. Mesdames, Messieurs, je pense que vous avez eu des réponses. Le conseil des notables se charge de trouver un représentant en attendant que le chef retrouve sa place, du moins si le temps n'est pas expiré pour son retour. Merci beaucoup, Prince Théophile Tassitsa, pour vos éclairages. Merci à vous et bonne suite des programmes. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans le cadre toujours du Grand Plateau, si Dieu le veut. Portez-vous bien. À demain.